Plongeons dans le vif du sujet, c'était une transaction, ta plus grosse transaction. C'était à l'aise de disclaimer un range, dans le fond, de chiffres. Pas prêt à dire le chiffre, mais c'est une transaction assez grosse pour que tu te demandes, à 27 ans, si tu prends ta retraite. Simplifie, 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 puis unir toute ton équipe à un seul objectif. Quand tu te lances en affaires, il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Puis il faut que ça soit beaucoup plus que de l'argent. Comment mes enfants vont s'acheter une maison à 2 millions de dollars? Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Anthony Gibault de Groupe Gibault et plusieurs entreprises qu'on va avoir la chance de parler aujourd'hui. On a la chance d'être hébergé au Cowork ici à Saint-Hubert. Donc, Anthony, avant de plonger dans ton histoire, qu'est-ce que Cowork puis pourquoi on est ici dans ces locaux-là? Bien, écoute, premièrement, c'est mes premiers locaux commerciaux. Fait qu'on va parler de fusion-acquisition, on va parler d'expérience. Quand tu m'as proposé l'endroit, j'ai dit, bon, on a un cowork qui est en lancement, fait qu'on a de l'espace qui est disponible pour tous et pour nous aujourd'hui. Et en fait, c'est drôle, mais tu sais, quand tu vends une entreprise, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Hein? Puis pour moi, vendre cet immeuble-là, c'était de l'émotion. C'est pour ça qu'on a décidé de transformer mon premier immeuble commercial qui a hébergé plusieurs de mes entreprises dans mon parcours, qui a été ce que j'appelle mon coussin de sécurité même, parce que l'immobilier, ça prend de la valeur, ça te permet d'aller chercher des marges, ça te permet de construire. Fait que c'était important pour moi qu'on soit ici aujourd'hui parce que ça représente un peu le début de mon parcours. Ouais. Puis ça représente un peu le renouveau du groupe Gibault aujourd'hui avec Cowork qui permet à n'importe quel entrepreneur de venir se prendre un espace de bureau puis de réapprendre à travailler en communauté. C'est intéressant ton parcours. Avant qu'on commence le podcast, justement, tu me parlais un peu de ton histoire puis d'où tu viens. Récemment, là, dans ta carrière de M&A, tu as fait plusieurs choses, mais il y a aussi la vente justement de ton agence Mac Media, c'est ça? Exact. On va parler de tes débuts, mais plongeons dans le vif du sujet. C'était une transaction, ta plus grosse transaction. C'était à l'aise de disclaimer un range, dans le fond, de chiffres pour les gens qui écoutent. Ouais. Puis, comment tu l'as vécu? Ça s'est passé sur combien de temps? Est-ce que tu t'attendais à vendre? C'était quoi un peu le contexte de cette fameuse transaction-là? Bien, écoute, c'est ma troisième transaction. Évidemment, c'est celle qui a le plus d'envergure. Je ne suis pas prêt à dire le chiffre, mais c'est plusieurs millions là, pour te donner un range. C'est une transaction assez grosse pour que tu te demandes, à 27 ans, si tu prends ta retraite. Ouais. Parce que la retraite, c'est relatif. C'est quoi ta retraite, toi, mettons, je te poserai la question. C'est quand tu prends ta retraite, c'est quoi le chiffre? J'ai aucune idée. Tu sais pas? Non. Moi, ça se compte en qualité de vie et à coût de millions. Je t'explique. J'ai besoin de 160 000, 240 000 par année pour être bien. Tu sais, on s'entend que 240 000 en 2025, tu peux bien vivre, tu peux faire vivre ta famille, tu peux bien dépenser, tu voyages 4 fois par année. Bien, 1 million placé en bourse à 8 c'est 80 000. Fait que ça me prenait 3 millions pour prendre ma retraite. J'ai dépassé ça à l'âge de 22 ans. Fait que, tu sais, quand on a eu la dernière transaction avec AMM, je me suis réellement posé la question. Puis mon problème, c'est que j'avais déjà commencé à investir, qui est aujourd'hui le plus gros développeur en chalets locatifs au Québec. Puis investir, j'avais pas l'ambition de construire 850 chalets à travers le Québec. Je l'avais, mais c'était pas dans les plans. Fait que, tu sais, accidentellement, on va dire ça comme ça, quand on a vendu AMM, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit j'arrête, j'ai 27 ans, ou soit je continue avec mon objectif de prendre ma retraite à 40 ans, en me disant que d'ici là, mon but, c'est de contribuer à la société puis de créer de plus en plus de projets, des gros projets qui ont un impact positif, en fait, sur les gens, sur les sociétés puis sur les communautés. Ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que, tu sais, notre mission chez Investir, parce que moi, je te ramène là-dessus parce que je suis là-dedans présentement en all-in, c'est vraiment de rendre accessible l'investissement en chalet locatif, tu sais, puis on le voit, là, on permet à des gens comme toi d'acheter un chalet avec un processus en 9 étapes. J'adore faire ça. Fait que, tu sais, est-ce que c'était une grosse transaction? Oui. Est-ce que j'aspire à toujours plus gros? La réponse, c'est oui. Je crois que personnellement, Hubert, là, pour te le confier en exclusivité, je suis un éternel insatisfait. Ça va être extrêmement dur d'arrêter. Oui. C'est pour ça que je n'avais pas vraiment réponse à cette question-là. Là. Pour moi, je sais pas, ça dépasse un peu l'argent là, par rapport à ça. Là. Je pense qu'il y a plus que ça. Puis, tu as commencé très jeune dans le domaine des affaires. Tu as dit que tu as touché un peu à tout quand tu as commencé. Bon, événementiel, on n'ira pas trop là-dedans, mais dans le contexte là, de Mac Media, avant la vente, tu as eu une croissance vraiment importante, assez rapide. Si tu nous ramenais un peu à ces débuts-là de cette entreprise-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que rapidement, tu m'avais dit que vous avez monté comme à 50, 100 employés. Pourquoi ça a fonctionné? Autant que c'est difficile, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à en démarrer une agence marketing. Right? Puis peu sont ceux d'entre eux qui survivent, mais encore plus rares ceux qui finissent par vendre à un autre grand groupe. Selon toi, qu'est-ce qui a été les éléments déclencheurs dans votre agence? Eh boy, c'est une question
assez intéressante, mais tu sais, la vérité, je crois que c'est l'expérience. Je crois qu'avec l'expérience, tu apprends un peu plus à mettre des processus de direction qui te permettent de choisir les bonnes personnes qui vont dans les bons sièges. Tu sais, c'est une phrase clé pour moi parce que AMM, c'est pas le succès d'Anthony Gibault. AMM, c'est le succès de l'équipe qui était en place, qui a permis d'y arriver. Après ça, c'est une question de détermination. La vérité, c'est qu'AMM, je te parle pas de ces moments sombres, là, dans le sens que ça n'a pas été tout beau, tout rose. Là, zéro plein de barre. J'ai dormi sur un matelas derrière de mon bureau pendant 3 ans là, pour faire des sites web puis pour avancer. Puis à terme, on a réalisé en fait qu'on était capable d'aider nos clients dans toute la courbe de service. On fait du contenu aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode, c'est ça qui fonctionne présentement. Mais à l'époque, tu générais un lead, tu l'amenais sur un site web, il fallait que ça rentre dans un CRM par la suite pour qu'il soit géré. Fait qu'on allait jusqu'à même l'implantation ERP qui nous permettait de servir le client après qu'il soit converti en client officiel. Fait que c'est quoi qui m'a permis de réussir? Je te dirais 2 choses. Les bonnes personnes dans les bons sièges. Puis ça, c'est essentiel à tout entrepreneur qui démarre. Tu sais, si vous achetez une entreprise demain matin, honnêtement, regardez c'est qui l'équipe. T'sais. Puis c'est important, là, les gens ils pensent que tu achètes une compagnie, mettons, de 50 millions de chiffre d'affaires, bien, ça n'a pas d'importance. En bas de 100 millions, là, je te jure que l'équipe est plus importante que tout. C'est ce qui va faire la différence entre le succès ou l'échec, parce qu'en haut de 100 millions, c'est différent. Tu es protocolaire, c'est des processus, c'est des procédures, tout est bien établi. Puis tu as une assez grande masse critique de gens pour être capable d'en perdre une partie puis que ça fonctionne quand même. Mais en bas de 50 millions, l'équipe est essentielle. Fait que, pour moi, ça a été de construire une équipe qui partageait ma vision, qui voulait se rendre là, qui voulait être capable d'aider des Trévis de ce monde, des coops fédérés qui sont... C'est énorme, là, la coop fédérée, c'est une banque... c'est complètement fou quand tu découvres l'arrière de ces entreprises-là. Et honnêtement, je me sens privilégié, en fait, d'avoir eu l'opportunité de travailler avec ces gros joueurs-là, dont, mettons, Raymond Chabot, Grant Thornton. Puis ce qui m'a le plus allumé, puis ce qui m'a permis de garder ma passion, parce que le deuxième point, là, excuse-moi, je vais tout le temps large dans mes questions, mais c'est important pour moi de donner tout le contexte, c'est que l'équipe est importante, la détermination est tout aussi importante dans une entreprise de 50 millions et moins, puis encore plus quand tu commences puis tu achètes une compagnie de 1 à 5 millions. Et cette détermination-là, tu dois la trouver ailleurs que dans l'argent. Tu sais, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, qui m'arrêtent à tous les jours, pour être honnête, pour me demander comment, hey, qu'est-ce que tu me conseilles pour telle affaire, etc. Puis j'adore quand on m'approche pour faire ça, parce que ma réponse est toujours similaire, c'est « OK, pourquoi tu le fais? » Pourquoi tu fais du M&A aujourd'hui? C'est quoi ton purpose derrière ça? Puis sans te poser la question pour conclure ce sujet, c'est moi, ce qui me drivait chez AMM à l'époque, qui m'a permis de faire 9 ans dans la même entreprise, de traverser des tornades puis des tsunamis, c'est que quand j'arrivais chez mon client, j'apprenais de lui. Fait qu'AMM, pour moi, ça a été la plus belle école qu'on aurait pu m'offrir dans ma vie. Évidemment, il y a eu du profit, il y a eu tout le positif, puis c'est important, là, on s'entend le BAYA, c'est pour ça que tu le vends. Mais d'apprendre en aidant des grosses entreprises du Québec et réaliser, sans les nommer, que des entreprises qui font 200, 300, 400 millions au Québec, bien, ils ont des défis. Ils ont les mêmes défis que toi. Bien, ça te donne la force de te dire OK, je suis capable de me rendre là, dans le fond. Je suis capable de me rendre là parce que je suis pas si loin que ça au final, même si j'étais à 20 et eux autres étaient à 200. C'est toute une question de perception. Ça m'a donné la détermination de le faire. C'est fou quand même de voir, c'est ça, quand tu as la chance d'avoir derrière les rideaux d'une compagnie qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, tu te rends compte que c'est ça, c'est des humains derrière. Puis, exact. On utilise les mêmes genres de processus, des fois peut-être à une échelle différente, puis il y a certaines autres choses qui ont figured out que d'autres n'ont pas. Là. Ouais. Mais oui, c'est intéressant de voir l'humain derrière la chose. Puis selon toi, tu as parlé d'équipe, à quel point c'est important. Dans un deal, exemple, de 2-3 millions, y a-tu des traits en particulier ou qu'est-ce que tu recherches? Tu dis, bon, la bonne équipe. Toi, qu'est-ce qui te fait dire si, mettons, à première vue, passer une journée avec une équipe, est-ce que tu es capable de juger assez rapidement de la qualité d'une équipe quand tu rentres dans une business puis tu... Ça, c'est tough. Puis, tu sais, le deal était beaucoup plus élevé que ce que tu viens de dire, mais si vous achetez une entreprise de 1 à 5, l'équipe est essentielle. De 5 à 50, l'équipe est importante. C'est important de comprendre la distinction entre ces deux mots-là. Tu sais, même comme tu le sais, on l'a monté à 140 employés, 800 clients et quelques, fait c'était gros. Comment je juge d'une équipe quand je rentre dans une entreprise? C'est extrêmement difficile, mais je recommande absolument pas, là, puis il y a des gens qui ne m'aimeront pas pour dire ça, mais tu sais, les tests psychométriques, machin, j'y vais avec une procédure très simple que j'ai pas inventée, mais qui est d'évaluer l'employé sur 3 critères. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Puis, je passe toute la grille des employés, puis on fait encore un peu d'acquisition. On est vraiment concentré sur nos projets présentement, mais je passe toute la grille avec tous les employés, puis ça me permet de voir est-ce que j'ai un plus moins ou un moins. Un plus veut dire, j'analyse Hubert aujourd'hui, il comprend ce qu'il fait, il est analyste pour faire de la fusion-acquisition, il veut le faire, il a la détermination, fait que ça c'est des employés qui vont être self-motivated, fait qu'en gros, qui vont se motiver par eux-mêmes, et ça, c'est la clé pour une entreprise. Quand tu passes plus de temps à motiver ta gang qu'à développer ta business, tu n'es vraiment pas avec la bonne équipe, c'est un red flag. Et finalement, y a-tu la capacité
capacité de le faire, mais en analysant ça, je suis capable de voir qui vont être mes joueurs clés, où je dois investir mon temps, qui je dois remplacer rapidement. Puis ça, c'est le secret quand tu acquiers une entreprise, parce que si tu ne fais pas les moves stratégiques dans ta première, deuxième année, l'acquisition que tu fais peut être un échec, là, littéralement. Là. Puis autant pour le vendeur que pour l'acheteur, l'objectif des deux parties, c'est que ça fonctionne. Parce que le vendeur a une fierté, peut-être d'avoir développé cette business-là, d'avoir travaillé toutes ces années là-dedans, puis il y a de l'émotion là-dedans aussi. Fait que c'est la responsabilité de l'acquéreur et surtout, je te dirais même la responsabilité du courtier qui fait l'entremetteur de s'assurer là, que tout le monde est à la bonne place puis qu'on a des gens compétents. Je te donne un exemple. J'ai acheté des restaurants en pleine pandémie. C'était complètement stupide pour les nomme pas parce que c'était toute une expérience de 2 ans. J'ai acheté avant pandémie, ils ont fermé les restaurants. Tu te ramasses avec des restaurants. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es fermé? Surtout que j'ai acheté des restaurants, disons-le, c'était le Supper Club. C'était plus fêtard que souper. Fait que là, il faut que tu réinventes un concept d'une franchise. C'était très difficile. Puis où je m'en vais là-dedans, c'est que je n'étais pas la bonne personne pour gérer un restaurant. La seule raison pour que je voulais le faire, c'est que j'ai dit à ma blonde un soir, hey, on va s'acheter un resto, chérie, ça va coûter moins cher, ça va être le fun. On va aller voir notre gang au resto. Sais-tu combien de fois elle est venue? Une fois. Une fois. C'est ce qu'elle a fait cette soirée-là? Elle a fait la serveuse parce que je manquais de staff. C'est épouvantable. Fait qu'elle n'est plus jamais revenue. C'est épouvantable. Tu dis, mais c'est vraiment ça. Fait que j'apprécie l'expérience et la perte fiscale de 500 000 que j'ai pu récupérer ailleurs, mais il faut que l'acheteur soit la bonne personne. C'est faux de croire que n'importe qui peut gérer une business. C'est faux de croire, tu peux te développer, mais je dis juste, c'est faux de croire que tout le monde aujourd'hui, au moment qu'on enregistre cette vidéo, peut acheter une business. Non. Et c'est faux de croire que n'importe qui peut acheter n'importe quel business. Par contre, quand tu es capable d'avoir le bon acheteur, puis le bon vendeur, puis de créer la bonne synergie, c'est selon moi ce qui permet de créer des géants. Parce que souvent, tu parles des jeunes entrepreneurs qui se partent en affaires parce qu'ils ont écouté des vidéos de Ty Lopez puis qui se disent que partir d'une agence marketing, c'est super rentable. Puis finalement, tu finis à être prisonnier de ta business. C'est souvent ça la clé, c'est de trouver une façon d'avoir une équipe autonome. Puis ça, c'est très difficile. Puis je peux même t'expliquer comment le faire. C'est pas une recette secrète, là, mais c'est ma recette. Puis ce moment-là, en fait, ce qui se passe souvent, c'est quand l'entrepreneur n'a pas assez d'expérience entrepreneuriale ou assez de compétences organisationnelles, bien, il va s'épuiser. Fait que le fait de vendre une entreprise, pourquoi j'ai vendu à MM à la fin? À la base, on l'a vendu, je cherchais à acheter d'autres agences, puis on a reçu un offre d'un groupe de Toronto. C'était vraiment pas prévu. Tu voulais faire une croissance par acquisition. Exactement. J'avais ouvert ma croissance par acquisition, donné un mandat à un courtier. Le courtier me rappelle 2 semaines plus tard, puis il me dit, excuse-moi, je m'écarte, mais c'est ça pareil. Il me dit, Anthony, il y en a un qui veut t'acheter, voici le chiffre, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'attendais pas à facile. Ouais. Puis je t'avoue, j'étais déjà sur une certaine épuisement. Tu sais, quand ça fait 9 ans que tu le fais, une décennie, tu te dis, je suis la bonne personne pour l'amener au prochain step. J'ai déjà traversé 3 tempêtes, 3 paliers de croissance. Fait que, tu sais, la question se posait, j'ai consulté mes équipes, on a pris cette décision-là, mais la morale de l'histoire, pourquoi moi j'ai réussi versus d'autres, la détermination, la bonne équipe, puis, tu sais, dites-vous, là, si ça fait 4 ans que dans ta business, tu n'es plus capable, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la passion que tu avais au début, tu as 2 choix. Tu retrouves cette passion-là parce que tu ne travailles jamais pour de l'argent dans la vie. Je n'ai pas travaillé un seul jour de ma vie. Je travaille pour ma croissance personnelle, pour me développer, pour contribuer, puis parce que je suis passionné par ce que je fais. Puis sinon, bien, vends-la. Vends-la tout de suite avant que tu échoues. Parce que c'est ça qui va arriver. Puis parlons-en de la recette. Ça a piqué ma curiosité. Tu sais, comment créer une équipe autonome et tout ça. C'est quoi ta recette à toi pour... Écoute, je l'utilise depuis longtemps, puis il y a différents systèmes. Là. Tu sais, tu peux avoir Scalable, je ne sais pas si tu connais, tu peux avoir EOS, qui est un excellent système que je recommande fortement. Moi, j'avais pris un peu de tout de ce que j'avais appris en ligne à l'époque. Fait que, on avait des scorecards, des ci, des ça, on avait différents outils de gestion. Je te dirais que si tu commences en affaires aujourd'hui, tu dois implanter EOS le plus rapidement possible dans ta business. Tu sais, EOS, c'est quoi? C'est un Entrepreneurial Operating System qui te permet, là, puis là, tu vas dire pourquoi tu me parles de système, je te parle de comment tu sors de ta business. Je vais juste faire un step back pour te dire qu'on m'a vendu, des firmes RH m'ont vendu, responsabilise tes employés, tu vas voir, ça va marcher. OK, mais dans la pratique, crime de bin, c'est compliqué, là, tu comprends? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi les actions qu'on doit entreprendre? Puis EOS m'amenait une certaine maturité entrepreneuriale, puis une compréhension, puis une simplification. Tous les entrepreneurs, on a un filon assez intéressant de complexifier la vie alors qu'elle pourrait être beaucoup plus simple. Fait que EOS permet aux gens qui ont besoin de simplicité de comprendre, voici le step A à Z que tu dois appliquer pour être bon dans ton emploi, dans ta carrière, dans ton rôle, hein, parce que c'est des rôles qu'on a dans une entreprise.
Fait que, c'est quoi ma recette? La première chose, c'est d'avoir le plus de clarté possible avec mes équipes. Fait que, de comprendre c'est quoi l'objectif du trimestre, c'est quoi l'objectif de l'année, puis en quoi ce qu'ils vont faire dans le trimestre va permettre d'atteindre l'objectif de l'année. Puis évidemment, d'avoir un plan de compensation alentour de ça, c'est toujours gagnant parce que tout le monde travaille pour gagner sa vie, puis c'est tout à fait respectable. La deuxième chose, c'est d'avoir les bonnes personnes dans les bons sièges. Et ça, c'est hyper important. Puis je le fais avec le comprend, vouloir, puis capacité. Parce que souvent, tu vas engager quelqu'un parce que, tu sais, il était sharp, il était cool, mais finalement, c'est peut-être le pire programmeur de l'histoire de l'univers. Tu comprends? Puis j'ai déjà engagé des programmeurs en passant que finalement, mon CTO, Dominique Ostigui, avec qui je travaille encore pour une relation plus longue que celle de ma conjointe, avec qui j'ai des enfants, là, on est amis, on est partenaires d'affaires dans plusieurs entreprises présentement, autant technologiques qu'ici à Cowork en passant. Puis, tu sais, Dominique capotait, là, il dit, Colin, on l'a passé en entrevue, mon gars, puis le gars, il sait même pas c'est quoi du C++. Tu sais, je suis comme, mais c'est toi qui l'as engagé, que c'était mal fait. On s'est fait avoir. Mais, fait que, tu sais, d'avoir les bonnes personnes dans les bons sièges et d'être capable de faire de la rétrospective mensuellement, trimestriellement, au moins pour voir si, parce que ça évolue, ta business évolue, ton besoin évolue. Des fois, l'employé, que j'appelle des employés de démarrage, n'est plus la bonne personne pour ta business 5 ans plus tard. Oui, c'est de l'émotion, mais c'est des décisions d'affaires que tu dois être capable de prendre. C'est des conversations difficiles que tu dois être capable de prendre. Fait que de garder les bonnes personnes dans les bons sièges, c'est la clé pour être capable de déléguer puis de vraiment délaisser ta business. Après ça, moi, je vais te dire le secret. Le secret, c'est de ne pas croire qu'en bas de 100 millions de chiffre d'affaires, tu vas être capable de ne plus être essentiel à ta business. C'est le plus gros mensonge de l'univers. Je veux dire, si tu es entrepreneur puis tu me regardes dans les yeux en disant « Hey, moi, je suis travailleur autonome, t'es entrepreneur, je suis libre de ce que je fais », t'es fucking pas libre. Tu comprends? T'es prisonnier de ta business puis c'est correct. Il faut juste t'apprendre que tu aies assez de... Comment dire? Que tu sois capable d'accepter ça et de le contrôler pour pas que ça te déborde. Garder la tête hors de l'eau. Exactement. Ça, c'est très important. Mais tu vas travailler, il faut que tu sois prêt à le faire. Puis je ne connais pas un entrepreneur qui a du succès aujourd'hui qui ne fait pas 100 heures par semaine. Parce que travailler, le but, ce n'est pas de travailler trop, c'est d'avoir un certain équilibre là-dedans, mais ça va rester. Fait que, tu sais, comment être capable d'avoir des business qui évoluent sans toi? Ma recette est poche, là, mais c'est de travailler fort, d'avoir les bonnes personnes dans les bons sièges, puis d'être capable de transmettre ta vision clairement. Tu sais. Moi, je le sais parce qu'à chaque trimestre, dans toutes les entreprises que je possède ou je dirige présentement, parce que souvent, ce n'est pas moi le directeur général de l'entreprise. Tu sais, j'ai plus un rôle de chef de direction, puis je gère une couple de directeurs généraux qui gèrent les entreprises, qui gèrent les opérations quotidiennes, que ce soit dans Investir, dans Scandina, dans Cowork. Même tu as rencontré Yanis tantôt, qui est notre directeur général ici, qu'on adore beaucoup. Ça, c'est important pour moi parce que ces gens-là, leur rôle, c'est de frapper les chiffres, puis d'être constant, puis d'être concentré sur un seul projet. Mon rôle à moi, c'est d'amener la croissance puis la synergie pour qu'on soit capable réalistement d'atteindre nos chiffres. Fait que je m'en vais vraiment large dans mon explication pour te dire que la recette pour que les entreprises aillent bien, c'est d'être présent, d'avoir les bonnes personnes dans les bons sièges, puis d'être capable de dire, tu sais, mettons, je te demande, là, toi, c'est quoi ton objectif à la fin de l'année? C'est quoi ta réponse? On a un objectif de revenu en tant qu'équipe, admettons. Là. OK. Puis après ça, on essaie de breakdown par division puis par équipe. Okay. Chacun a comme une enveloppe budgétaire, etc. à respecter. Là, tu sais. OK. Juste dans ce que tu as dit, moi, conseil d'amis, tu peux le garder pour le montage ou non, j'enlèverais la perception de revenu. Je la dis, mais je la transforme. T'sais, investir cette année, c'est quoi? C'est 150 terrains. 150 terrains, ça va me donner 20 millions, puis ça va aller pousser un autre 120 millions dans ma division construction, puis un autre chiffre d'affaires dans Scandina, qui est la gestion locative, qui s'occupe vraiment de toute l'arborescence. C'est 3 compagnies différentes. C'est juste Scandina que les équipes de ménage sont 100. C'est une organisation en soi. Moi, déjà là, j'arriverais à toutes mes équipes, puis je dirais, OK, cette année, c'est tant de clients, puis toi, tu sais que tant de clients, ça donne tant de revenus. Tu dis le revenu, mais tu focuses sur tant de clients. Puis ce que tu mets sur le tableau, c'est on est à combien de clients, puis tu le divises par quart. Genre 150, ça fait peur à tout le monde chez nous. Fait que nous, c'est 40 par trimestre. C'est facile. Je suis à 27 sur mon trimestre actuellement. Il m'en manque juste 13, la gang. Pousser du monde sur 13, super simple. Pousser du monde sur 27 sur 150, personne qui te croit. Fait que simplifie, 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 puis unir toute ton équipe à un seul objectif. Puis je vais être bien honnête avec toi, là, ça fait à peine 3 ans que j'ai compris ça. Parce que chez AMM, on avait plein de divisions avec plein d'objectifs de division. Fait que là, des fois, le CRM n'était pas rentable, mais le web marchait bien, puis nanana. C'était trop compliqué. C'était vraiment trop compliqué pour la compréhension de mes équipes. Fait qu'il y avait pas, vu qu'ils ne comprenaient pas bien, il y avait certaines lacunes dans le sentiment d'appartenance. On le travaillait, mais on travaillait fort sur cette compréhension-là. Plus tu le simplifies, plus tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as plus besoin de rappeler les choses. C'est clair, c'est facile. Fait que, de ramener tout ça à une seule objectif commun, parce que je vais te donner un exemple. Chez AMM, puis on revient sur la vente, ce que j'aurais fait, Anthony Gibault,
à 25 ans avec l'expérience de 29 ans aujourd'hui. C'est juste 4 ans, là, mais c'est énorme ce que tu peux apprendre en une seule année. Ce que j'aurais fait, j'aurais mis un objectif de nombre de clients acquis, puis j'aurais juste en dessous mis mon bassin de rétention. Fait que si, mettons, j'avais 800 clients, j'aurais dit je veux avoir gardé dans mon bassin de clientèle 150 ou 175 parce que tu vas toujours en perdre. Il y en a qui ferment, il y en a qui... C'est normal, c'est des entreprises. Puis, basé là-dessus, je sais que dans ma courbe de AMM, je rentrais le client par un de mes pôles de service, puis je faisais du cross-selling. Fait que s'il rentrait par le CRM parce que son besoin, c'était ça aujourd'hui, je le rendais satisfait de ce service-là. Puis après ça, je vendais mon service de génération de leads, tu sais. Fait que j'aurais pu simplifier ça en disant, on a tout l'objectif commun de rentrer tant de clients cette année, puis that's it. Puis, dans le contexte de la vente de AMM, tu sais, le groupe, là, est-ce que dans le fond, c'est un groupe qui était comme 10 fois plus gros que ce que vous y étiez ou c'était comme 2 équipes relativement égales? Il y a des NDA là-dedans, puis il y a des choses. Ça fait 2 ans et demi déjà la transaction d'AMM. Les gens le savent depuis 1 an et demi parce qu'on avait une petite période de transition à faire là-dedans, ce qui est tout à fait normal en M&A, mais ça, tu l'expliques très bien sur les réseaux sociaux, bravo. En venant sur le fait du NDA, c'est un groupe de Toronto qui nous a acheté, qui avait comme vision d'acheter en fait 4, 5, 6 compagnies marketing. À ma connaissance, ils en ont acheté 3 ou 4, puis ils ont toutes fusionné ensemble. Fait grosso modo, leur but, c'était de faire exactement ce que moi je voulais faire, puis grosso modo, d'aller chercher le talent des équipes de différentes compagnies. Et le fusionner en une grosse opération. Ce qui est brillant. Puis est-ce qu'avec du recul, dans une transaction comme ça, j'imagine que tu as énormément appris. Est-ce qu'avec du recul, puis voir, admettons, ce que l'autre joueur a fait, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé faire aussi à ton tour ou, dans le fond, ta transaction, tu es super content de l'avoir fait puis que ça t'a permis juste de rebondir sur d'autres technologies ou d'autres projets? C'est une bonne question. Tu l'as dit avant qu'on commence l'entrevue, puis je l'ai répété, il y a beaucoup d'émotions dans une transaction. Du côté vendeur, tu te poses beaucoup de questions. Du côté acheteur, tu vas être sûr de ton coup. Surtout quand tu étais acheteur au départ. Exact. Finalement, turnover, c'est toi qui vends. Exact. Puis ta question, c'est est-ce que je regrette ce que j'ai fait? La réponse, c'est non. Parce que une fois que tu as pris ta décision, ça, c'est mon mindset, j'ai jamais de regrets, tu sais. Puis la vérité, j'en ai fait des erreurs, là. Puis ça se compte à coups de centaines. Mais c'est ces erreurs-là qui me permettent aujourd'hui d'être qui je suis, puis qui m'ont permis de me former, puis d'évoluer en tant que personne, en tant que carriériste, entrepreneur. Fait que je le regrette pas. Est-ce que j'aurais aimé faire ce qu'ils ont fait? La réponse est non. Parce que à cette époque-là, je t'avoue que oui. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a réussi à bâtir avec le groupe Investir, qui est notre grosse division actuellement de Chalet Locatif, ce qu'on a en technologie, on a un SaaS qui s'appelle Workspace. On a une couple de compagnies technologiques parce que je suis un passionné de technologie, je crois pertinemment, puis je pense que je n'ai pas à le vendre. Là. Le ChatGPT l'a expliqué à toute la population là, que la technologie est importante. Mais tu sais, la technologie a un rôle à jouer dans tout type d'entreprise aujourd'hui. Fait que je garde la technologie dans le but d'aider mes entreprises connexes. Puis ça vient créer une synergie. Fait que, je ne reviendrai pas en arrière, c'est ça la question. Jamais, jamais, jamais. Je sais où je m'en vais dans les 5 prochaines années, puis c'est excitant à un point où je suis accroché là-dessus. Là. C'est vraiment intéressant, justement, l'avenue que tu es en train d'entreprendre. On va plonger un peu là-dedans si on a le temps là, vers la fin. Tu sais, avec du recul, il y a des gens qui écoutent ça qui vont peut-être vendre leur entreprise bientôt. C'est des choses que tu as appris dans ta transaction avec AMM que... Tu sais, si tu en as refaire une transaction de cette taille-là, que tu es comme, OK, good, je me rappelle de ça, puis je ne vais pas refaire cette erreur-là ou cette chose-là, tu sais. 1000 Les gens pensent que l'acheteur doit faire un due deal sur le vendeur. Moi, je crois que c'est le vendeur qui doit faire un due deal sur l'acheteur. Si tu tiens à ta business, puis ton objectif, c'est que ça soit périn, il faut absolument que tu enquêtes mieux sur qui t'achète. De mon point de vue, ça, c'est une chose que je vous recommanderais de faire parce que, pas nécessairement dans la dernière, mais dans d'autres transactions, il y a des moments où j'ai fait comme, tu me dis ça, tu fais ça. Encore plus si tu le finances qu'une partie de la vente. Bien, surtout quand il y a une balance de vente. On est d'accord, j'en ai perdu des balances de vente, puis regarde, ça fait partie de la game. Là. Mais le point est que enquête sur tes acheteurs, puis assure-toi que ce sont des bons acheteurs. Je crois que c'est le rôle du courtier de le faire, mais je crois que c'est une responsabilité du vendeur aussi de le faire. La deuxième chose, sois ouvert à financer. T'sais, on est dans le plus grand transfert de richesse qui va avoir lieu au Québec dans les 5 à 10 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de relève, il y a trop d'entreprises à céder, il y a trop d'immobilier, il y a trop de tout à cause des snowbirds, les baby boomers puis les retraités qui vont malheureusement décéder dans les prochaines années. Il y a beaucoup d'opportunités dans le marché, mais pour être encore en mode acquisition, il y a beaucoup de vendeurs qui sont de la vieille école. Ce que ça veut dire, c'est, puis là je parle pour les vendeurs, là, puis je vais aussi te parler pour ceux qui vont acheter, puis je t'explique pourquoi. Le vendeur va dire non, moi je finance pas, nanana, etc. Good, passe au prochain. Aujourd'hui, selon moi, une balance de vente est essentielle dans le marché, puis même que financer une entreprise à 100 c'est très faisable. Fait que sois capable en tant qu'acheteur d'arriver avec une offre
qui est gagnante-gagnante. Les gens, ils voient, je fais financer par l'acheteur, par le vendeur, puis ils voient ça comme d'un mauvais œil. Il y en a certains qui ont une opinion là-dessus. Autant les gens que j'ai rencontrés qui me disent « Anthony, il voulait que je finance 80% de la business, il est-tu fou? » Il n'est pas fou. Si tu fais le calcul, que les chiffres marchent, que tu as bien choisi ton acheteur, il va amener ça à un autre niveau parce que lui, il a une vision différente de la tienne, il y a une nouvelle énergie que tu n'as pas parce que toi, ça fait 15 ans que tu fais ça en tant que garage mécanique ou whatever, le truc. C'est win-win, tu sais. Fait que grosso modo, en tant qu'acheteur, arrive avec un plan préparé. J'ai des gens qui m'ont déjà offert d'acheter des entreprises puis sont arrivés avec des feuilles draftées, soit préparées. Tu sais, c'est ça mon conseil. Arrive avec un fichier Excel, fais des prévisions 5 ans, 10 ans, ça te prend 2 jours à faire, c'est sharp. Monte la ligne vendeur, monte la ligne acheteur, puis je viens de négocier un deal, tu vois, de 160 millions de pieds carrés. Okay? Puis je vais vous donner cet exemple-là parce que ça fait partie de l'acquisition immobilière, mais j'ai acheté avant tout un fonds de commerce, on va dire, dans le but de construire 20 000 maisons. Puis j'ai pas le droit de dire où, c'est confidentiel, ça va sortir à l'automne. Mais c'est malade, là, c'est le plus gros projet actuel de ma vie. Puis je dirais pas de ma vie parce que ma vie, il en reste un petit bout à faire. Puis ce deal-là a été fait en toute transparence avec une bonne balance de vente, mais je ne le vois pas comme ça. Grosso modo, j'ai fait réaliser au vendeur qu'au lieu de me vendre à X millions, mais il allait pouvoir faire 5 à 10 fois plus en restant actionnaire de la compagnie passivement, évidemment, puis son but, c'est pas de travailler. Fait que je suis arrivé comment? Avec une présentation, une mini-étude de marché que j'avais fait moi-même, puis avec l'aide de mon équipe, puis avec un tableau sur les 10 prochaines années de ce que ça va rapporter avec une courbe de croissance normale. Tu sais, une entreprise, ta start ou ta restart, ça a un coût, tu sais, mais après 3 ans, 4 ans, 5 ans, bien, ça devient très rentable. Fait que, grosso modo, là, un acheteur devrait toujours leader la conversation, selon moi. Puis, parce que, tu sais, excuse-moi, je m'en vais loin, mais je regarde les listings, tu sais. J'ouvre des deals, je les analyse des fois, puis ça donne ça, là, 200 000 de profit de 2 millions. Je mets ça devant lui, puis je suis bien ouvert. J'arrive même pas préparé. Je dis, pourquoi tu veux vendre 2 millions? Ouais. Parce que c'est ça que ça vaut. Fine. Qui dit que c'est ça que ça vaut? Exact. Puis là, tu ouvres les livres, là, puis finalement, tu découvres qu'il y a 2 clients qui font 80 de son chiffre d'affaires. Si tu en perds un, il se passe quoi? Ouais. Moi, je perds tout. Fait qu'à la place, c'est mieux de faire des deals de ce que j'appelle de croissance inversée. Ce que ça veut dire, c'est que tu pars avec un actionnariat X, puis sans le nommer, j'ai quelqu'un qui vient de faire ça. Ils partent à 50-50, puis lui, sa job, c'est d'aider lui dans la transition, puis au fil des années, c'est tout présigné, il est obligé de l'acheter à la valo de l'année. Fait que grosso modo, il aide à augmenter le chiffre d'affaires, il aide à sécuriser le chiffre d'affaires. Fine, tu vas travailler 3 ans de plus, je le comprends, mais à la fin de la journée, ça va finir à 0-100%, tu vois ce que je veux dire? Puis bien, le vendeur va avoir fait 3-4 fois plus d'argent qu'il aurait eu s'il s'était sauvé en courant. Ouais. Puis l'acheteur, bien lui, il a un deal périn, puis tout le monde est gagnant. Puis il risque moins parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de balance de vente. Il se fait payer au fur et à mesure. Fait que, tu sais... Il n'y a pas de banque d'impliqués, là, dans le fond. C'est à partir de la trésorerie de l'entreprise, puis on fait juste... Il peut avoir une banque d'impliqués. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu d'avoir une balance de vente, ce que la BDC ne financera pas, par exemple, en nommer une qui peut faire des paris pêchés avec des jardins, tu connais ça, son 20-25 de balance de vente dans le deal va être payé à l'année sur 3 ans ou sur 4 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le plus grand transfert de richesse, mais c'est pas tout le monde qui est capable de prendre la relève. Ouais. Puis basé là-dessus, ce que selon moi, ça va créer, puis ça, j'ai pas de boule de cristal, là, mais je prends opinion là-dessus, je crois qu'on va vivre le plus grand transfert de richesse, mais je crois qu'on va vivre aussi la plus grande perte de richesse. Je m'excuse, là, mais à l'université, on ne t'apprend même pas à faire un budget encore. Là, ouais. C'est pas de même ça marche la vraie vie. Puis basé là-dessus, j'ai peur qu'on soit dans le plus grand transfert de richesse, qu'il y ait plein d'opportunités, mais qu'on n'ait pas la bonne relève pour l'apprendre. Fait que de là, mon plus grand conseil pour un acheteur, c'est va chercher un deal win-win. Un deal win-win, c'est quoi? C'est win pour lui puis c'est win pour toi. Sois prêt à payer 2 fois plus cher, mais avec un deal qui est plus gagnant puis plus safe pour toi, que d'aller chercher le meilleur prix pour qu'il se sauve tout de suite. Parce qu'il y a du relationnel là-dedans. Là, le propriétaire d'une petite entreprise comme un garage de débosselage à 2 millions, il connaît Ginette du bureau d'assurance, puis ils vont sûrement souper ensemble 2 fois par année. Tu n'auras peut-être pas la même relation avec Ginette parce que, crème, elle aime tes yeux bleus et non tes yeux bruns. Mais c'est ça, la vie. Fait que, assure-toi de faire un deal qui est gagnant-gagnant, fais tes prévisions, fais tes devoirs comme du monde, puis va au-delà de ce qui existe dans le marché. Ça, je pense que c'est un des traits qui t'a distingué au fil de ta carrière entrepreneuriale, c'est justement d'être capable de faire des deals win-win. Puis il y a une question qui me revient là, par rapport à tes jours avec ton agence. Tu as signé des gros clients institutionnels comme Trévi ou, pas institutionnels, mais Trévi ou des grosses corporations. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez justement réussi à lender des aussi gros mandats ou des aussi gros contrats? Parce que clairement, c'est un modèle que tu répètes encore à ce jour. Là. Je pense que l'art de faire des deals, c'est ça un peu. On se connaît pas beaucoup, là, mais j'ai l'impression que c'est un de tes points très forts, admettons. Est-ce que tu as une certaine. Est-ce que tu avais une famille super entrepreneuriale qui avait déjà plein de connexions ou c'est vraiment juste ta capacité à faire justement ces deals-là qui t'ont aidé à lender
des gros clients dans ta carrière? Si on parle de ma famille, sommairement, non. Ma mère n'est pas entrepreneur, mon père a été absent, fait que j'ai pas vraiment eu de figure. Je te dirais que quand tu grandis sans père, certains enfants, puis moi j'en faisais partie, vont aller chercher une figure parentale ou paternelle, en d'autres termes, chez d'autres personnes, puis ça a donné qu'à l'entour de moi, j'étais plus inspiré par toutes sortes d'entrepreneurs que je connais, que je nommerai pas nécessairement aujourd'hui, mais qui se reconnaissent puis qui ont fait partie des fois des 6 mois dans ma vie, des fois des 1 an et demi, mais j'allais chercher des traits de personnalité chez eux qui m'ont permis de me forger aujourd'hui. Fait que ça vient pas de là. Mon désir de construire, je pense que ça vient à la base, je suis un créatif. Moi, j'étais un fou de Playmobil quand j'étais petit, puis de toutes sortes de jeux de construction de ville puis de parcs d'attractions. J'en parle d'ailleurs dans un autre podcast, mais pour en parler aujourd'hui, j'étais un grand fan parce que j'ai un problème aux jambes, en fait, qui fait que j'ai été opéré toute mon enfance. Au secondaire, quand tu vas à l'école privée, puis qu'il y a de secondaire 1 à secondaire 5, puis toi, tu es le petit gars de secondaire 1 qui joue au soccer avec 2 plots, puis qui a l'air d'un épais, bien, le secondaire 5 te tapoche dessus, parce qu'il est cave, puis il est jeune, puis il manque de maturité. Fine. Mais, excusez-moi, il fallait que je le dise. Mais c'est vraiment. C'est la réalité. Aujourd'hui, ces gens-là, on se parle, puis c'était pas de l'intimidation à l'état pur. Puis si vous en vivez, appelez tout de suite un parent ou un professeur parce que c'est important. On n'a pas de place pour ça dans la société aujourd'hui. Ceci étant dit, parce que ça m'arrivait. Moi, l'hiver, je ne pouvais pas aller à la pente à glisser. Ça ne marchait pas. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais les jeux dans les boîtes de céréales. À l'époque, c'était une stratégie marketing de Kellogg's qui mettait des jeux Roller Coaster Tycoon. Je ne sais pas si tu connais. C'était révolutionnaire, ce jeu. Parce que l'Internet, à l'époque, c'était ton fil de téléphone. C'était pas très révolutionnaire. Fait que je construisais des parcs d'attractions. Puis le concept du jeu, c'était il fallait que tu aies la satisfaction du client en ayant du profit, en ajoutant assez de poubelles et de manèges pour que tu gardes ta clientèle. Fait que j'ai développé beaucoup ma créativité là-dedans, puis dans toutes sortes mais c'est un trait de personnalité, tu sais. Mais en l'ayant développé avec le temps, j'ai toujours resté créatif. Puis acheter une maison, c'est pas offrir le prix demandé. Acheter une maison, c'est offrir un deal qui fonctionne avec ton modèle d'affaires puis qui fonctionne pour l'intérêt du client. Puis tu arrives toujours à trouver une façon de t'entendre qui est complètement différente de ce que le vendeur voulait, mais ce qui est plus gagnant pour lui. Et au final, quand tu arrives à le démontrer, pourquoi il dirait non? Fait que oui, je suis quelqu'un qui fait des deals. Puis la raison pourquoi je le fais, c'est pas mon bagage, c'est pas l'apprentissage, c'est d'avoir ouvert mes horizons puis de m'avoir permis d'être créatif dans tout ce que je fais. Oui, tu n'as pas eu le choix à un moment donné dans ta vie, puis c'est comme devenu un trait fort de ta personnalité. Là, Exact. Puis je vous conseille de le développer. J'aurais pu être pianiste ou artiste ou je ne sais pas trop, mais j'ai décidé de faire ça parce que j'aime créer, j'aime concevoir, j'aime développer dans l'intérêt je veux dire, moi, ce que je trouve de fou en ce moment, puis même de l'époque d'AMM, c'est qu'actuellement, on développe des chalets, je l'aurais dit, pour des gens qui... Demain matin, tu te construis un chalet, Hubert, sais-tu comment creuser un puits? Non. Parfait. Bon, mais tu sais, construire en montagne, c'est un art. C'est pas comme construire ici le duplex d'à côté. Ça prend les bons contacts pour pas que tu te fasses avoir, pour que ça marche, pour que ça prenne pas 2 ans. Fait que, tu sais, investir, son rôle, c'est de rendre ça accessible par la simplification du processus. T'sais, on te vend un terrain déjà zoné commercial, on te construit clé en main, puis on fait la gestion locative par la suite. Les clients achètent le concept. Fait que, tu sais, la force d'une entreprise qui vend, c'est une entreprise qui ne vend pas. Ça a l'air complètement fou, mais c'est ça. Je vends un concept, je vends rien. Moi, les gens débarquent. À toutes mes visites les samedis, on a 30, 40, 100 personnes en fin de semaine passée. Ça va de 20 à 100 selon la météo, évidemment, parce qu'on marche dans le bois pendant 8 km, il faut se motiver. Mais ceci étant dit, les clients n'achètent pas un terrain au domaine Pine Hill. Les clients achètent le concept. Puis chez IMM, c'était la même chose. Ils achetaient le clé en main. Exact. Ils rentrent pour une chose, puis ils finissent avec tout le service qui vient avec. Là. Ils finissent avec ça, mais le but, c'était que je leur vendais rien. Ce que je leur vendais, c'est ce que j'avais décelé à l'époque d'IMM, ce qui m'a permis de grandir excessivement rapidement, c'est que j'étais à un ère où le Québec n'avait pas de CRM, je te le jure. J'appelais à 8 entreprises sur 10 en 2015-2016, avaient 0 CRM, ils géraient. Écoute, il faut que je te conte une histoire. Je débarque chez un client qui vend des VR que tu connais très bien parce que c'est un des plus gros au Québec, puis il m'appelle un matin. Et ça m'excite, ces affaires-là. Il m'appelle, il me dit « Anthony, hein, t'es lead, on en génère 200 par mois, mais c'est tout pas qualifié, là, c'est pas bon, ça. » Tabarouette. OK. Là, je dis « OK, Monsieur X, qu'on n'aimera pas de nom aujourd'hui parce qu'il n'est plus mon client, mais c'était encore un ami, tu sais. » Puis je dis « OK, parfait, mais regarde, je vais faire un deal avec toi. Je te permets d'annuler sans pénalité rien, parce qu'on a des contrats comme toute agence, mais tu me permets de venir chez vous, juste regarder pendant 2 jours, puis si je découvre que c'est moi le problème, là, je te donne même 1000$. Je te game, là, tu sais. Je savais que ça n'avait pas de sens ce qu'il disait. Là. Je savais que la job qu'on faisait était hot. Là, je débarque là-bas, je m'assois sur une chaise. Je m'assois, je fais rien. Je regarde les vendeurs. Tu sais comment ils géraient les leads? C'est un papier crayon, genre. Ils recevaient un lead par courriel, ils l'imprimaient.
Fait que là, mon cher Monsieur X, mon cher, on va l'appeler mon cher Hubert, il prend son papier, puis il s'en va à son bureau avec son lead. Là-dessus, il est écrit que le gars, il a 40 000 $ de budget pour acheter un VR, puis qu'il veut l'acheter demain matin, numéro de téléphone, toute la patente prête pour vos financements. C'est un lead. Ouais. Il le dépose, puis le vendeur de 56 ans et des poussières, il priorise. Il a le droit, mais il priorise, parce que c'était cette génération-là, c'était de prioriser le walk-in en magasin, il priorise le couple qui vient de rentrer. Là, je le regarde. Tu sais ce qu'il fait? Il est avec son couple, il est dans le feu de l'action, il vend une roulotte, je sais pas trop quoi, nanana. Il prend mon lead, il le vire de bord, puis il se commence à gribouiller. Je vais voir le patron, je dis, c'est ton problème, c'est pas mes leads. Ton problème, c'est qu'ils viennent de prendre 40 000 $ là, pour dessiner. Puis il l'a jeté après le papier, là. Il l'a jeté, je te le jure. Fait que là, je me suis assis dans son bureau jour 2, je me suis mis à toutes les appeler. Bonjour, Madame X, nanana, Anthony de chez VR.com, etc. Avez-vous été appelé? Non, personne ne m'a appelé. Là, je t'appelle. Ils sont tous pas appelés. Je te jure, sa face valait 100 000. Tu sais ce qui s'est passé? C'est que j'ai vendu un CRM pour être capable de gérer ses leads. Puis, honnêtement, là, un an après, ce client-là prenait tout chez nous pour une... Mais ça a fait... Écoute, ton compte client était de 200 000 par année, on est passé au million. C'était instantané parce que là, il avait confiance en nous. Il comprenait rien de technologie, puis il n'avait pas besoin de le comprendre, mais il comprenait que j'étais son expert en technologie. Et ce que ça le fait, c'est que chez AMM, la clé, ça a été de développer la synergie. J'explique, à l'époque, puis encore aujourd'hui, je dirais que c'est malheureux, on a des agences spécialisées en SEO. On a une agence spécialisée en Facebook Ads. On a une agence qui fait des sites web. What the fuck? Quand je change de quoi sur ma campagne, il faut que je le change sur mon site, il faut que je le change sur mon SEO, il faut que tu le changes partout. Fait que là, les entreprises qui font faire 3-4 agences pour 3-4 besoins se retrouvent encore aujourd'hui avec le problème de devoir payer un gestionnaire qui va faire des erreurs de communication. Fait que tu vas travailler plus fort quand tu veux faire un changement sur ton site web parce qu'il ne faut pas que tu oublies d'appeler le gars de campagne, le gars de ci, le gars de ça. Chez AMM, ce qu'on vendait, c'est un concept. On vendait le concept que ton chargé de projet, qu'on appelait un directeur de compte chez nous, était un expert. C'est souvent des anciens stratèges qu'on engageait. Lui, là, sa job, c'est de coordonner. Tu as un point de contact qui gère tous tes spécialistes. Et c'est ça qui a fait le succès d'AMM au final parce que, comme je te disais tantôt, la clé pour mes employés, c'était de rentrer un client. On ne le visait pas de même à l'époque, je faisais la même chose que toi. Mais si je l'avais, ça marchait, mais c'était des clients par département, c'était calme. On aurait dû dire, rentre un client, puis ce client-là, on le savait que si on excellait dans un de nos 4 départements, il allait grossir naturellement. Fait que je ne sais pas pourquoi on est rendu là, mais ta question, c'était, vas-y. Mais c'était par rapport à la négociation, puis comment tu as fait justement pour aller chercher des gros clients comme, mettons, Trévi puis des choses comme ça. Mais je pense que tu l'as bien expliqué, dans le fond. C'est qu'ils ont probablement... Tu as eu une mise en relation pour un projet, puis là, au fil du temps, tu as réussi à grossir avec eux. Puis... On avait beaucoup de références à la fin. Puis, tu sais, chez AMM, on a fait peu ou pas de campagne marketing. Mais, tu sais, je vais te donner un exemple, puis j'aime bien prendre les gens qui sont devant moi sur une chaise en cet après-midi pour en parler. Toi, est-ce que tu fais du lead generation pour aller chercher tes clients? Oui, on en fait, ouais. On roule des pubs. Mais tu fais du B2C? Oui. Bon. Fait que, tu sais, en B2B, puis en B2C... On en fait un petit peu, oui. Tu as B2B. Ben, OK, mais en B2C, c'est parfait. Mais... Tu m'as confié tantôt que tu avais, je ne sais pas si on va en parler, là, mais tu m'as confié tantôt que tu avais une firme de comptable aussi. Oui, c'est correct. Fait que ça, tu es plus en B2B ou en B2C? À B2B majoritairement. On fait 300 entreprises puis 2000 rapports d'impôts. Parfait. Fait qu'on s'entend que les entreprises en comptabilité sont beaucoup plus payantes que les particuliers avec des impôts à 50$ à la fin de l'année. Ça doit être rendu 100$, je regarde plus ça. Mais ceci étant dit, en B2B, selon moi, le lead generation ne marche pas. Marche peu. Il va marcher pour un SaaS. Mais chez AMM, tous nos gros dossiers, on est allé les chercher en cognant une porte. Okay. Fait que ce qu'on faisait, dans le fond, on avait les lundis mastermind. Okay? C'était obligatoire pour tous les créatifs dans la salle. On s'assoyait de midi à 2 heures. Puis les directeurs de compte arrivaient, ou les vendeurs arrivaient en d'autres termes, avec une liste de clients qu'on aimerait avoir. Puis tous les créatifs devaient dire qu'est-ce qui manquait. On analysait, pas un rapport SEO généré là, par un site boboche qui ne veut rien dire. Là. Non, on analysait ça serait quoi l'idée du siècle pour ce business-là. On l'appelait. On disait, j'ai une idée révolutionnaire. Il faut que je vienne te la présenter. Laisse-moi te la présenter. Puis chez Trévi, ça a été les chatbots. À l'époque où les chatbots étaient très peu connus, on est allé chercher l'idée au Texas parce que ça commençait aux États-Unis. On l'a ramené ici. On a généré, je n'ai pas le droit de dire de chiffres, là, mais plus de 100 000 leads. Fait un calcul mathématique. C'est des millions de dollars qu'on a généré avec un chatbot. Ça a été un énorme succès pour nous et pour eux. Puis, encore une fois, la croissance est faite organiquement. Fait que la clé pour quelqu'un qui veut se partir en agence marketing, qui essaye de dépenser dans des campagnes, t'es pas là. Puis tant mieux si tu as du succès, appelle-moi, j'ai envie de comprendre ce que tu fais, mais
Pour avoir eu plus de 20 entreprises dans ma vie, aujourd'hui, j'en ai 7 opérantes, 7 actives, autant en technologie qu'en immobilier. Puis je me vois moins en immobilier que d'autres parce que, tu sais, l'immobilier, c'est d'acheter des blocs puis les garder. Nous, non. Nous, on vend des terrains à des clients, on vend des chalets à des clients. Fait qu'on est beaucoup plus une entreprise de service, de construction qu'une entreprise immobilière. Parce que, tu sais, les gens font comme moi, t'investis en immobilier. Oui, mais c'est pas exactement ça. Dans le B2C, lead ads, ça fonctionne très bien. Dans le B2B, si tu veux aller chercher des gros comptes, développer des relations, la prospection marche encore en 2025 et va continuer de fonctionner. Parce qu'à la fin de la journée, ces gros clients-là sont déjà servis. Ils sont déjà corrects. Là. Leur rapport est déjà parfait. Tu dois arriver avec la nouvelle idée qui va lui permettre de passer un palier. Ouais. C'est comme ça que tu rentres dans des grandes organisations. Non, c'est intéressant cette idée-là. Puis je pense qu'on n'en parle pas souvent. Là, tout ce qui est advertise justement pour les jeunes ou le monde qui veulent se lancer en affaires, c'est ça. C'est comme run des ads puis essayer d'automatiser. Mais la bonne vieille méthode de défoncer des portes est encore là à ce jour. Elle marche à 1000 à 1000 On le fait encore en assurance. Là, je n'aimerais pas, mais une compagnie d'assurance que je connais très bien, ça fait du porte-à-porte, ça boucle des rendez-vous porte-à-porte. Puis, le lead ads fonctionne dans certaines sphères, mais il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent et qui me disent « Anthony, tu as eu du succès avec ton agence marketing, dis-moi comment je vais faire avec la mienne sans les nommer. » C'est arrivé là, pour vrai là, 30 fois. Là. Puis il y en a qui sont venus s'asseoir dans mon bureau, puis je leur ai donné 30 minutes, puis on s'est jasé, puis tout ça. Puis il y en a même qui m'ont demandé d'investir avec eux. Puis quand je leur demandais « Tu prospectes-tu? » « Ah non, mais je mets 10 000 de ad spend par mois. » Je suis « What the fuck? » Non, mais tu sais, si tu vas aller chercher en ads, là, selon moi, là, puis commenter si j'ai tort, ça va me faire plaisir d'avoir tort. Tu vas aller chercher du début entrepreneurial, du petit business. Tu sais, c'est rare qu'une grosse business qui, elle, va t'apporter le plus de value, le plus de références. Tu sais, les références qu'on avait là, de Trévi, c'était du gros client. Là. Quand eux étaient contents, ils nous référaient leur entreprise similaire proche. Là, tu sais, puis c'était gros. C'était gros. Fait qu'on est rentré dans des belles business à cause de ça. Autant une entreprise, je me rappelle même plus le nom, mais c'était une entreprise d'importation. Okay. Eux, ils achetaient, dans le fond, tous les defects des électroménagers à Tanguay, à Brouille-Martineau à l'époque. Puis c'est très gros au Québec. Là, puis eux, ils revendaient ça en ligne à rabais. Ils gèrent la plupart des entrepôts là, que tu connais de stock usagé. Les boucheries, etc. Exact. Puis ils achetaient des spas brisés aussi, puis toutes sortes de choses. Mais la morale de l'histoire, c'est soit game d'aller cogner aux portes, puis ça revient à comment tu fais. Tu sais, ta question tantôt, c'était comment tu fais pour réussir en business. Pourquoi toi, tu as réussi dans une agence marketing versus d'autres? Premièrement, je ne pense pas être Dieu, puis je ne pense pas avoir la recette miracle. Je te parle de ma recette, mais je t'ai dit deux choses. Bonne personne, bon siège, détermination. Si tu n'es pas assez déterminé pour aller cogner à des portes quand tu veux ce client-là et que tu ne le vois pas dans ta soupe le matin, change de métier. Oui. Non, c'est bien dit. Puis en terminant, là, il nous reste quelques minutes. Le futur d'Anthony Gibault, tu en as parlé un peu. Je pense qu'il était sur plusieurs projets excitants. Écoute, lequel en ce moment tu es le plus investi, puis qu'est-ce qui t'anime en ce moment dans ta tête pour les prochaines années? Honnêtement, on va me voir beaucoup pour être Monsieur Chalet. On a commencé à m'appeler de même dans les commentaires. J'ai trouvé ça très drôle. C'est correct. Regarde, ça peut être mon nouveau surnom. Mais j'ai beaucoup parlé du multi-entrepreneuriat depuis 2 ans. Ça fait 3 ans qu'on me voit activement sur les réseaux sociaux, un peu partout, à la télé, à la radio. Puis j'ai vraiment refocusé mon énergie présentement sur les chalets. Puis la raison pourquoi je l'ai fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'autres entreprises, c'est que le côté multi-entrepreneur, je l'aime, mais le côté chalet change des vies, puis est réellement mon focus à 80 pour au moins les 3 prochaines années. On apprend beaucoup là-dedans, on se développe beaucoup là-dedans depuis 5 ans, puis à terme, mon objectif, c'est d'avoir le plus gros réseau de chalets locatifs au Canada avec Scandina Gestion Locative, qui gère près d'une centaine de chalets présentement. Puis il faut comprendre, hein, développer du terrain, c'est un art. Construire des chalets, c'est un autre art et d'autres défis. Là. Non, mais tu sais, les gens sont comme, ouais, c'est investir. Non! Vendre des terrains, c'est des problèmes d'Hydro-Québec, c'est du dynamitage, c'est plein de problèmes. Construire, c'est d'autres problèmes. Puis gérer, bien là, c'est des clients qui t'appellent parce que, oui, j'ai un client qui s'est plaint la semaine passée. Il me dit, je vais être remboursé. Il y avait un cheveu, là, genre, sur le divan. Un cheveu. Ouais. Ça a tombé sur mon bureau. C'est pas moi qui l'ai géré, mais juste pour me montrer la folie du marché de la location. J'ai dit, es-tu malade? Elle va se faire rembourser 2000 $ pour un cheveu. C'était pas insalubre, tu sais. La femme de ménage a peut-être perdu son cheveu. Qu'est-ce que je fasse? Je ne vais pas leur demander de porter des filets. mais bref, j'aime ces défis-là. Ça m'excite. Il y a encore beaucoup à faire là-dedans. Je suis là pour 3 à 5 ans. Puis ça va me permettre de développer beaucoup ma division qui est peu connue, qui est la division Horizon. Le groupe Horizon, on est sur plusieurs villes présentement. Horizon Carignan, qui est 200 maisons qu'on construit présentement. Pour les 3 prochaines années. Et je vais rester dans cette sphère de rendre accessible le chalet locatif pour éventuellement bifurquer sur revenir à l'essence même de pourquoi je vends des chalets locatifs aujourd'hui. Je le fais parce que
Ça, c'est important pour moi. Hein, parce que je vais juste t'expliquer le contexte. Quand tu te lances en affaires, il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Puis il faut que ça soit beaucoup plus que de l'argent. Pourquoi je vends des chalets selon toi? Bien, souvent, c'est l'histoire de, tu sais, quand tu es jeune ou quand tu es kid, tu rêves d'avoir eu ça ou d'avoir été en mesure de l'avoir. Est-ce que c'était ça pour toi, dans le fond? Faux, non? Mais bien essayé. La raison pourquoi je suis en chalet locatif, là, Hubert, c'est parce que j'ai eu des enfants. As-tu des enfants? Pas encore. OK. Je te souhaite de prendre ton temps. Mais une fois que tu en as, là, tu deviens une autre personne. C'est un autre mindset, c'est un autre focus. Ça change ta vie. Puis mes enfants, aujourd'hui, ont 3 ans et demi. Puis moi, je suis rentré dans un marché immobilier, puis je me considère privilégié parce que j'ai bien réussi dans la vie, puis je regarde pas combien coûte mon épicerie, puis j'ai ce luxe-là. Mais je me suis mis dans la peau de mes enfants, puis c'est parce que j'ai d'autres amis qui sont dans d'autres situations, puis ils restent mes amis puisqu'on se connaît depuis longtemps, même si on n'est pas dans la même situation, dans le sens qu'on n'a pas le même train de vie. Puis je me suis mis à analyser ça, puis l'immobilier depuis 50 ans, OK? Fait juste regarder, puis je le martèle, ce message-là, parce qu'il faut le comprendre aujourd'hui. Il y a trop de jeunes qui voyagent puis qui veulent louer un appartement pour le restant de leur jour. Ça va te rattraper. Check bien ça pourquoi. Puis c'est correct, là, je suis jaloux quasiment là, que tu ailles à Maui à toutes les fins de semaine. mais genre, c'est correct. Mais il faut comprendre l'immobilier au Québec. Premièrement, on est à 10 de Vancouver puis de Toronto, dans le sens qu'à Vancouver, un shack, ça se vend 2,5 millions. Ici, il coûte 500 000. Okay? Depuis 50 ans, l'immobilier double à chaque 10 ans. Ça, c'est pas moi qui le dis, tu le googles puis il est marqué partout. C'est un peu comme le plus grand transfert de richesse. Donc, basé là-dessus, mes enfants ont 3 ans et demi. Si mes enfants, quand mes enfants vont avoir 13 ans, je n'ai pas de boule de cristal, mais si ça se produit, le chalet que je vends à 500 000 aujourd'hui va coûter 1 million. Tu es d'accord avec moi? OK. Mes enfants ont 23 ans. Tu étais où à 23 ans, toi? Tu veux dire... Dans la vie. Dans la vie, j'étais encore aux études. Bon, fait que mes enfants sont encore aux études. Écoutez bien ça. Mes enfants sont encore aux études à 23 ans. Le chalet que j'ai vendu aujourd'hui avec Investir, qui valait 1 million quand il avait 13 ans, s'il double encore, il vaut 2 millions. OK. Les salaires ne suivront pas. Ça, je vous l'écris. Criez haut et fort ce que vous voulez. Ils suivent déjà pas. Ils ne suivent pas. Depuis 50 ans, ils ne suivront pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, si le chalet moyen au Québec, parce que en passant, la propriété moyenne au Québec est passée de 125 000 en 2000. En 2010, on était à 250. En 2020, on était plus proche de 500. Puis aujourd'hui, c'est 569 la maison moyenne au Québec. Les stats sont fraîches de la semaine passée. Donc, basé là-dessus, si le chalet coûte 2 millions en moyenne au Québec, tu n'as pas un château, là. C'est une moyenne. Bien, la maison, elle coûte 2 millions. Comment mes enfants vont s'acheter une maison à 2 millions de dollars? Ça va être impossible. Exact. Fait que selon moi, on est non seulement dans le plus grand transfert de richesse, mais on est dans les derniers moments pour la génération actuelle de pouvoir céder du patrimoine accessible. D'après moi, les chalets vont être achetés par des fonds d'investissement éventuellement, puis les maisons vont être financées sur 100 ans comme à Vancouver. Ouais, ou à Paris ou tous les grands centres. Là, exact. Fait que c'est une responsabilité pour moi et pourquoi je le fais. Je le fais pour vendre un maximum de chalets, un maximum de maisons accessible aux gens d'aujourd'hui pour qu'ils puissent le céder ou du moins se construire un patrimoine puis le vendre dans 10 ans au double du prix. La game de l'immobilier aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu rentres aujourd'hui et non demain. Parce qu'à chaque jour, tu perds du pouvoir d'achat. Fait que pourquoi je le fais? Je le fais pour contribuer à cette mission-là de, je le répète, rendre accessible l'investissement en chalet locatif. Je le simplifie, mais je permets aussi à des gens de l'acheter aujourd'hui parce que s'ils le font dans 5 ans ou dans 10 ans, ils ne seront peut-être plus capables de le faire. Puis ça, c'est ce qui m'anime. Et c'est pour ça que la suite de ce que je suis en train de bâtir, avec l'expérience du chalet, c'est de rendre à nouveau accessible l'investissement dans la première propriété, donc l'achat d'une première propriété. Et c'est cette nouvelle mission que je suis en train de travailler avec Horizon, très similaire à Investir, tu vas me dire, mais c'est connexe. Parce que si tu es capable d'acheter un chalet aujourd'hui, good. Mais les gens qui ont 25 ans et moins, là, bien, je m'en viens vous aider avec vos maisons. Parce que le gouvernement, il le fait. Il finance ta mise de fonds à Québec. On le sait, il y a plein de beaux programmes qui existent. Mais ça va être de moins en moins faisable, ces programmes-là. Ou ça va tout simplement devenir de l'hypothèque 100 ans. Puis juste pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'hypothèque 100 ans, on appelle ça un bail amphithéotique. Ça existe. Mais ça, c'est un bail amphithéotique. Ce que ça veut dire, c'est que tu signes, là, puis tu signes aussi sur ton testament que tu cèdes ta dette. C'est débile. Tu viens d'endetter ton fils pas né. C'est exceptionnel. Fait que voilà. Écoute, merci beaucoup, Anthony, pour tout ça. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Partout. Anthony Gibault, tu peux le googler, tu peux l'écrire sur TikTok, Instagram, ta plateforme préférée. Yes, 100%. Merci beaucoup, Hubert, pour l'invitation. Yes.